Protégé par son froid extrême, le Grand Nord reste une région hostile à l'homme. Au fil des siècles, peu s'y sont aventurés, et moins encore en sont revenus. Difficile de comprendre les raisons qui ont poussé les explorateurs à s'approprier ce Grand Nord. Ce n'est pas les terres fertiles qui les amenèrent si loin, mais la gloire, celle de prétendre être le premier. Ainsi, lorsqu'en 1490, le navigateur John Cabot émit l'hypothèse de l'existence d'un passage vers l'Orient par le nord, la même soif de défi s'empara de nombreux navigateurs. Et durant près de 400 ans, on chercha sans relâche ce fameux passage. Ce n'est finalement qu'en 1906, après 3 années d'expédition, que le Norvégien Roald Amundsen franchit le passage du Nord-Ouest. 105 années plus tard, seuls 146 bateaux ont emprunté le même chemin. Chamad est le 147e. Après avoir contourné la pointe sud du Groenland et remonté sa côte nord-ouest pour se glisser entre les icebergs derrière l'île de Disko, Chamad fait escale à Upernavik pour embarquer à son bord 2 nouveaux voyageurs. Le scientifique de l'expédition, Stefan Goyette, climatologue, ainsi que dans la plus pure tradition des expéditions du 19e siècle, un peintre d'expédition, Mathieu Berthaud. Tous ensemble, ils passeront 1 mois sur les traces de Amundsen. À nous le nord-ouest. Le Grand Nord, il a fallu une fois le découvrir. D'abord, il y a toujours eu chez moi le goût, en tout cas, du froid de la montagne, de la neige. J'ai toujours beaucoup aimé la neige. Mais le Grand Nord, ça a été autre chose. Ça a été vraiment un hasard, d'ailleurs, professionnel, puisque j'avais dû aller faire un reportage au Spitzberg, tout là-haut. Et je me rappelle toujours, je suis arrivé un jour, il faisait un temps absolument magnifique. Et en arrivant avec ce soleil de 1 h du matin, cette blancheur immaculée, ces glaciers qui arrivaient dans la mer, ça a été un choc incroyable. C'est véritablement une drogue immédiate, on y goûte et ensuite le goût de revient-y est permanent. Le Grand Nord, avant tout, je crois que c'est pour satisfaire ma curiosité, mon envie de découverte. A priori, je suis une fille du Sud, je suis méditerranéenne, donc le froid, la glace, c'est pas tout à fait l'endroit où j'irais spontanément. Mais j'aime bien découvrir, j'aime bien sortir des sentiers battus parce qu'en général, les rencontres sont beaucoup plus fortes dans des endroits où il y a peu de monde qui sont passés. Et puis, bon, le passage du Nord-Ouest, c'était un challenge extraordinaire, une aventure à vivre. Passer là où il y a si peu de bateaux qui sont passés, c'était inimaginable, extraordinaire. La logique voudrait que nous embarquions un équipage aguerri pour une telle expédition, mais ce serait trop réducteur. Notre idée avec Sylvie, ce n'est pas seulement de réussir le passage, mais aussi d'observer, de comprendre ce qui se trame dans cette région, d'avoir un autre regard. Quoi de mieux alors que le regard d'un scientifique ou d'un artiste? Mais pour cet équipage de néophytes, il faut tout de même prévoir un petit sas d'adaptation. Pas question de se lancer immédiatement dans une grande traversée. L'objectif du jour est donc bien plus modeste. Cap sur Tasiussak. Le village n'est qu'à quelques heures de navigation. L'occasion pour eux de se faire une petite idée de ce qu'est le Groenland. Mais les amarres à peine tournées, c'est la surprise. Et moi qui voulais tout de même leur montrer un bout de Groenland, je suis vraiment frustré. Frustré de ne pas pouvoir partager avec eux ces moments incroyables, vécus tout au long de la remontée de la côte du Groenland. À commencer par la glace, les icebergs, omniprésents. La glace, d'accord, mais pas trop. Il y a quand même des limites. Comme ce fameux soir, où l'on se retrouve devant un véritable mur. De la glace, des icebergs, il y en a partout. Pendant près de 4 heures, nous cherchons un passage, un moyen de contourner cette muraille, puisque Chamad n'est évidemment pas un brise-glace. Le risque,
c'est de se retrouver piégé, bloqué dans la banquise qui se referme. Il est maintenant presque minuit et je suis sur le point de renoncer, de faire demi-tour, d'aller chercher un abri ailleurs, lorsque nous apercevons au loin un pétrolier. Voilà la solution, se glisser dans son sillage. C'est vrai que je suis un peu déçu, non pas du paysage, parce qu'une fois de plus on le voit, c'est juste absolument magnifique avec cet énorme iceberg là, juste devant le village. Mais je pensais que notre dernier village serait un vrai village groenlandais comme on les a beaucoup aimés. Et puis ici, je trouve que quand même l'ambiance est assez glauque, assez sinistre. Les maisons, tout ça semble assez mal entretenu. Il y a un nombre de déchets, de détritus et autres qui traînent dans les rues. Pour tout dire, ça pue. C'est assez étrange. Et c'est tellement différent quand je pense à d'autres villages, notamment à Kekertak par exemple, qui était dans une même ambiance comme ça, perché sur un peu de granit avec des icebergs. Mais tout était différent, c'était joli, les gens semblaient beaucoup plus heureux, accueillants, ouverts, souriants. Il y a une forme de gaieté, de bien-être, de bien vivre, des gens qui bossaient, beaucoup de pêcheurs, une sorte d'activité. Là, on a l'impression que c'est mort et glauque. Mais bon, dommage que ce soit la dernière image du Groenland. Et puis voilà, on va bien voir ce qu'on va trouver au Canada. Les icebergs, il y en a encore quelques-uns ce 5 août, au moment où nous quittons le Groenland pour traverser la baie de Baffin en direction du Canada et de l'entrée du passage du Nord-Ouest. Le temps est calme et Stéphane demande de s'arrêter pour faire quelques mesures de réflexion du rayonnement solaire. Il aimerait pouvoir comparer les valeurs de réflexion de l'eau et de la glace. C'est plutôt la nature des surfaces qui est préoccupante, puisque ces surfaces, tout dépendant de leur réflectivité, peuvent ou non emmagasiner de l'énergie. Donc, comme vous voyez, tous ces icebergs, tous ces glaçons qui ont des surfaces hautement réfléchissantes font place à de l'eau libre ou à des rocs, à de la végétation, quelle qu'elle soit. Bon, ces surfaces vont emmagasiner d'autant plus d'énergie qu'elles vont la restituer plus tard à l'atmosphère. C'est simplement pour vous montrer que la nature de la surface peut avoir des incidences assez profondes sur le comportement du système. Sachant que nous sommes à plus de 73 degrés de latitude nord, la lecture du paysage ici ne laisse rien présager de bon quant au réchauffement climatique. On est en train d'arriver sur la zone de glace qu'on a sur la carte de glace. Donc là, ça fait bien, c'est assez normal, ça fait 24 heures maintenant qu'on est parti. Quand on regarde dehors aux jumelles, j'ai un peu l'impression des fois qu'on voit le bord de la banquise, mais je ne suis pas sûr. Mais pour l'instant, en tout cas, on va continuer comme ça tout en restant le plus attentif possible. Désormais, c'est le pilote automatique qui tient la barre. Il n'empêche que pour toute l'équipe, il faut assurer l'écart, se relayer chaque heure pour éviter les collisions. Le danger, c'est encore et toujours l'iceberg. C'est un peu plus tendu ce matin. Il s'est mis à pleuvoir, la visibilité est vraiment limite. On a un peu l'impression d'avancer les yeux bandés dans un champ de mine. J'ai beau savoir que sur le pont, l'équipier de quart est aux aguets, impossible de dormir. Je remonte sans cesse pour vérifier, pour me rassurer plutôt. Le premier iceberg canadien, pratiquement. On voit là. Puis c'est toujours un moment d'émotion intense quand on arrive sur une terre. Et là, encore plus parce qu'on arrive dans le Lancaster Sound, c'est-à-dire sur la porte d'entrée du passage du Nord-Ouest. Ce passage qu'on a cherché pendant 400 ans, les plus grands explorateurs ont été à la recherche de ce passage qui devait leur permettre d'atteindre les Indes et l'Asie par le nord. On avait confié à un moment donné à William Baffin, qui a donné son nom à toute la baie qu'on vient de traverser pendant 3 jours. Et William Baffin avait été envoyé par la compagnie des marchands de Londres pour les découvreurs du passage du Nord-Ouest, pour justement trouver ce mythique passage, ce fameux passage.
Et il est passé devant le détroit de Lancaster. Il a vu probablement des glaces au fond, ça devait être bouché. Bref, il a pensé que ce n'était pas l'endroit à aller visiter ni à aller explorer. Il a rebroussé chemin en déclarant que ce fameux passage du Nord-Ouest n'existait pas, ou alors était beaucoup plus au nord, mais qu'à ces latitudes, il n'y avait pas de passage. S'il fallait faire un premier bilan de cette traversée, c'est que l'équipe tient le coup. Les voilà devenus de vrais marins. Il n'empêche qu'après 4 jours de mer, ils ont envie de se dégourdir les jambes. Mais ici, on ne débarque pas à terre comme ça. L'arme anti-ours, puisqu'à partir de maintenant, on est dans le territoire de l'ours. Même si ici, quand tu vois le paysage, j'ai pas l'impression que c'est une région où on risque vraiment de rencontrer un ours, mais on ne sait jamais. Des ours, on en rencontre partout dans ces territoires-là. Donc il faut être particulièrement prudent. Et donc il n'y a pas de descente à terre sans avoir l'arme prête au cas où. Pas un paysage à ours? À peine à terre, la question peut vraiment se poser. D'ours, nous n'en verrons pas, ou du moins pas tout de suite. La surprise va venir en plein repas du soir. Alors que je jette un œil par un hublot, je n'en crois pas mes yeux. Un ours nage là, à 20 mètres du bateau. Mais le temps de sortir sur le pont que déjà la bête regagne la rive. Heureusement que le téléobjectif est là pour nous confirmer qu'on n'a pas rêvé. Comme c'est tout le temps mouvant, l'idée c'est juste de capter un instant, mais en même temps, évidemment tu dessines sur une longue période, donc c'est comme si tu dessinais plusieurs instants sur une même image. J'aime bien cette idée de finalement d'avoir un résultat qui ne correspond pas, comme ce serait le cas d'une photo, à quelque chose de figé. 10 août, on s'enfonce dans le Lancaster Sound. Cette fois-ci, nous sommes vraiment dans le mythique passage du Nord-Ouest. Première bonne nouvelle, les cartes de glace sont exactes. Il n'y a pas de banquise. Seuls d'énormes icebergs tabulaires balisent le chemin. Étrange paradoxe. Plus on pénètre dans ce Lancaster Sound, plus on se rapproche de la position probable de la banquise et moins on y voit de glace. Quand on jette l'ancre derrière l'île de Beechy, on reste stupéfait. Le paysage est presque saharien. Ça fait drôle quand même de voir ces tombes plantées là au milieu de nulle part. J'arrive pas à imaginer qu'il y avait 2 navires pris dans les glaces dans ce désert qu'on voit aujourd'hui. John Hartnell, mort le 4 janvier 1846. Celui-là faisait partie de l'expédition Franklin. C'était celle qu'on n'a jamais revue, c'était la 3e fois qu'il essayait de découvrir le Nord-Ouest. Puis il y a aussi l'ironie du sort. Ces 3 gars qui sont morts ici, paraît qu'ils sont morts empoisonnés par le plomb des boîtes de conserve. C'était la grande nouveauté de l'époque qui devait permettre aux hommes de l'expédition de tenir pendant 3 ans sans attraper le scorbut. On voit le résultat. Résolute, dans une pipe. C'est légendaire dans tout ce qui parle d'exploration polaire. C'est de là que partaient surtout, parce que maintenant c'est moins fréquent, les expéditions en direction du pôle Nord, les expéditions vers le pôle magnétique. Pour qui s'est un peu intéressé à cette région, ouais, ça fait assez drôle de le voir comme ça. C'est pour le moins une oasis dans le désert, ouais. C'est assez bizarre. Harbour Master, resolute for sailing yacht Shamad over. Roger, ice operation access
Resolute, c'est notre première escale officielle au Canada. Il faut donc aller s'annoncer au poste de gendarmerie. Et là, coup de chance, je tombe sur Richard. Ici, je peux voyager pendant 2 jours sur le côté sud, au bout de l'île, sans avoir aucun problème, rencontrer personne. Mais c'est paisible, c'est bon. Le monde, c'est un petit village. On sait tout ce qui arrive ici. C'est une aventure incroyable. Aller à la pêche aux baleines, aller faire tirer les ours, voir les ours polaires ici, c'est une très bonne aventure, définitivement. Ce qui frappe tout de même à Resolute, c'est le côté artificiel de ce village planté au milieu de nulle part, créé de toutes pièces juste après la Seconde Guerre mondiale. Tout cela parce que le Canada voulait marquer sa souveraineté sur ces immenses territoires. C'est plutôt important pour les autres pays, parce qu'ils disent que si on n'est pas capable de prendre soin de notre territoire, comment est-ce qu'on peut dire que c'est notre territoire? Et pour ça, le Canada est prêt à en payer le prix. Le meilleur exemple, c'est la COP avec ses bananes, ses salades et même ses avocats. Tout y est subventionné. Tout vient par avion. À Resolute, c'est 2 vols par jour depuis le continent. Pour nous, Resolute est une escale essentielle. C'est l'un des rares endroits dans le passage du Nord-Ouest où l'on peut refaire le plein. Mais faute de ponton, la méthode est assez particulière. Les nouvelles sont pas bonnes, c'est qu'il y a l'arrivée d'une dépression. Elle me semble-t-il plus forte et plus vite que prévu. Donc il faut qu'on parte le plus vite possible. On est juste au milieu du Peel Sound, ce passage qui jusqu'à présent a toujours été encombré de banquise. Pour être franc, je suis déçu. C'est vrai que ces paysages sans glace sont tristes. Le Grand Nord sans la glace, c'est pas vraiment le Grand Nord. On vient de mouiller dans une crique sans nom, le vent s'est un peu calmé. On en profite alors pour prendre de la hauteur, pour tenter d'apercevoir un peu de banquise. Mais rien. Juste du gris, du caillou et de l'eau à l'infini. Ça va en sens contraire de l'idée que l'on se faisait du Grand Nord canadien. Ce serait quand même attendu à soit de banquise, des résidus de banquise ou même des icebergs, mais pour l'instant, il n'y en a point. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est la température de l'eau. Et la voisine est 6 degrés, 7 degrés. Donc l'environnement n'est pas propice à maintenir de la glace ou voire même des glaçons dans ce détroit. Je n'aime pas rêver de nuit, surtout dans un coin comme ici, sans feu, sans le moindre balisage. Pourtant, il fallait s'y attendre. Nous sommes déjà à la mi-août et la nuit est de retour. Évidemment, juste au moment de franchir le goulet qui mène au mouillage de Johaven.
Quand on va repasser une ligne des 14 mètres de fond, tu pourras reprendre vers l'alignement. On a l'impression d'arriver dans un endroit qui est resté totalement figé dans le temps et sur lequel on a plaqué la modernité un peu comme un emplâtre sur une jambe de bois. Bon, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on se fait du Grand Nord, des Esquimaux avec leurs vestes en fourrure et leurs capuchons. Les jeunes sont en basket, ils ont des jeans, un téléphone portable à la main. Mais on sent vraiment l'influence américaine. Cela dit, il y a encore beaucoup de très jeunes femmes qui portent leur bébé dans le dos. Et puis il y a aussi ces vieilles femmes qui fabriquent une tente en peau de caribou pour une manifestation folklorique. Elles ont l'air de maîtriser parfaitement le savoir-faire de leurs ancêtres. Mais visiblement, le résultat n'est pas ce qu'on attendait et tout le monde est un peu dubitatif. Je trouve qu'on aurait pu faire un peu plus de place à Amundsen que de le mettre dans ce petit coin de musée. Parce qu'après tout, le village porte le nom de son bateau. Et puis, il est resté ici 2 ans avec les Inuits qui étaient encore nomades. C'est avec eux qu'il a appris comment on chasse, comment on se déplace et comment on survit en milieu polaire. Pour passer 2 ans ici, il faut une sacrée force de caractère. Parce que quand on voit ce qu'étaient ces expéditions, c'est vraiment un continent de glace qu'on traversait. Ben nous, on est encore plus petits. Mais comme quoi, on dispose quand même de 2-3 éléments supplémentaires par rapport à ceux qu'il a, ne serait-ce que de savoir où se trouve le passage. Et puis nous, évidemment, on ne va pas chercher à hiverner, on va passer. Stéphane, lui, il est plutôt impressionné par le réchauffement climatique. J'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui se passe ici, il y a quelque chose qui se trame. Et d'après la lecture que l'on a de l'environnement, on sent très bien que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose il y a un bouleversement qui est en cours, il y a des changements d'envergure qui sont en train de se tramer, ne serait-ce que par la simple lecture visuelle, mais aussi avec les contacts que l'on a pu avoir avec les gens. Il y a quelque chose vraiment de bouleversant qui est en train de se tramer. Et le fait de s'aventurer dans un milieu arctique et de ne point voir de glace et de neige, c'est assez perturbant, je dois avouer. Quatre jours d'escale, c'est court, c'est même frustrant. Mais on n'a pas le choix, on est déjà le 22 août, et si l'on veut atteindre le détroit de Bering avant le retour de l'hiver, il va falloir maintenant se dépêcher. La route est encore longue, 3000 km au moins, en moins de 3 semaines, ça ne laissera plus beaucoup de place aux escales. En jetant l'ancre à Cambridge Bay, l'idée c'est d'y faire un bref arrêt, juste le temps de refaire le plein. Mais à 6 heures du matin, des coups de feu nous réveillent. Des canots à moteur sillonnent la baie. Le village est en effervescence. Un banc de narval vient d'être repéré. À terre, c'est une impression de curé qui domine. L'explication est vite trouvée. Cela fait 20 ans qu'on n'a pas vu de narval à Cambridge. Si au début nous arrivons à partager la joie des habitants, celle d'obtenir une viande fraîche qu'ils apprécient, de voir la fierté des hommes réalisant le rêve de tout Inuit, à savoir celui de devenir un grand chasseur, c'est finalement le malaise qui domine. Ce n'est plus une chasse, mais un massacre, comme si chacun voulait le sien. En fin d'après-midi, lorsque nous quittons Cambridge, la chasse se poursuit toujours. C'est une évidence, aucun narval ne sortira vivant de cette baie. Brutal tout de même, cette confrontation avec la pulsion meurtrière. Comme si les Inuits avaient perdu l'une de leurs traditions les plus sacrées, celle de savoir préserver la ressource. 4 jours plus tard, dans une petite baie perdue au milieu de nulle part, nous n'imaginions pas que nous serions une nouvelle fois confrontés à la perversion du système. Ouais, c'est encore utilisé, hein. C'est une cabane de chasseurs, hein, et c'est pas derrière des Inuits. Hein. On les voit, il y a même des photos avec les gars qui posent à côté des bœufs musqués qui viennent de tuer. Ils viennent ici encore en hiver vraiment pour chasser, pour le sport comme on dit. Le tarif du safari, c'est le gendarme de Tuktoyaktuk qui nous le donnera.
40 000 $ pour un ours, 20 000 pour un bœuf musqué. C'est ce que demandent les Inuits aux Blancs, aux Américains, aux Canadiens venus du Sud pour leur céder leur quota de chasse. « 15 septembre. 2 îles sur l'horizon. L'une américaine, l'autre russe, plantée au milieu du détroit de Bering. Pour nous, c'est un mélange de soulagement et d'émotion. Soulagement d'en terminer avant que l'hiver nous piège, mais surtout émotion. Le passage du Nord-Ouest, on l'a réussi. C'est le moment d'un dernier regard sur cette incroyable aventure, sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on a pu constater. Le réchauffement climatique, ce n'est pas simplement un titre de journal, c'est une réalité. Ce qui est le plus frappant, c'est la vitesse avec laquelle les choses changent dans ce Grand Nord. Tous les habitants disent la même chose. En 4-5 ans, leur environnement a été complètement bouleversé. C'est vrai que là-haut, tout bascule. Comme si le pôle avait perdu le nord.